Le métavers, un fake ou une réalité? On entend toutes les versions et on vous laisse seul juge. Mais avant de vous faire un vrai jugement, je vous propose de suivre la présentation de Vadim Wichmann, General Manager et Partner chez With Geneva. Bonjour Vadim, Bonjour Victoria. je me réjouis de t'écouter. Je crois qu'on Eh va en ben, apprendre merci. pas mal. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis ravi de pouvoir être participant et de pouvoir vous présenter ce sujet de la métaverse lors du Marketing 22. Si la présentation se passe bien, super. Donc, en rapide introduction, je vous présente un petit peu qui je suis et qui on est chez WIS Geneva. On est un cabinet de conseil en marketing digital et donc on accompagne nos clients qui sont des grosses sociétés comme des PME dans leur transformation marketing et transformation digitale avec cette plus-value pour lequel on a une équipe effectivement dédiée sur les sujets East, donc sur les sujets tout ce qui touche le Japon, la Chine, la Corée, et une team West qui va plutôt adresser les sujets Europe, local et États-Unis. On a la chance d'avoir 3 bureaux aujourd'hui à Madrid, Paris et Genève. Et on compte aujourd'hui à peu près une centaine, maintenant, une centaine de collaborateurs. Avec effectivement, ça fait 7 ans qu'on a été créé à Paris, on a ouvert Madrid et maintenant Genève. Donc on adresse la Suisse avec un premier bureau à Genève. Donc on est ravis de pouvoir participer à ce Marketing 22 suisse. Plus particulièrement sur la métaverse, donc c'est un sujet, évidemment, on accompagne nos clients sur le contenu, sur le social, sur le média, sur plein de domaines du marketing digital, et donc évidemment, depuis plusieurs mois, sur ces enjeux de métaverse, parce qu'on a la chance d'avoir des clients dans des secteurs d'activité très variés, donc du luxe, de la cosmétique, de la science, du travel, de la banque, et donc on accompagne nos clients dans leur digital marketing, et maintenant dans la métaverse, parce que beaucoup de demandes de la part de nos clients sur ces nouveaux enjeux à travers un spectre d'idéation et de formation, on va dire, pour déjà appréhender ces nouveaux écosystèmes, ces nouvelles plateformes et ces nouveaux enjeux. Ensuite, on a la possibilité évidemment d'aller dans de l'audit, dans de la construction de stratégie, pour construire effectivement des premiers projets avec nos clients, et c'est ce qu'on est déjà en train de faire avec certains d'entre eux. Et puis évidemment d'aller un peu plus loin et d'aller dans un plan d'animation plus spécifique et de l'orchestration évidemment de projets et de l'opérabilité de ces projets-là grâce à nos équipes chez WIS, experts sur ces domaines-là. Alors, dans cette keynote, on va voir, dans cette plénière qui met effectivement les enjeux de la métaverse. Dans un premier temps, je vous propose de repasser et de faire un focus sur le Web3, qui est un mot que vous avez sans doute entendu parler ces derniers temps. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce nouveau terme qui implique pas mal de choses. Alors évidemment, déjà, côté consommateur, c'est une attente assez forte, hein. On a aujourd'hui 60% de la génération Z, donc la nouvelle génération, celle qui est née à partir des années 2000, qui souhaite que les marques vendent leurs produits et ou leurs services à travers les différentes plateformes de la métaverse, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils sont de plus en plus consommateurs eux-mêmes de ces écosystèmes. Donc forcément, ils attendent que les marques soient aussi présentes dans ces plateformes. En Chine, plus particulièrement, on peut voir qu'aujourd'hui, la market value de ces écosystèmes de réalité virtuelle représente déjà 55 millions à l'heure où on se parle et va représenter bien plus dans les années à venir. En termes de plateforme, on est à peu près avec des investissements des acteurs traditionnels du Web 2 comme Meta, donc anciennement Facebook, qui s'est renommé en septembre dernier pour s'appeler dorénavant Meta et qui souhaite investir 10 milliards dans ces écosystèmes métaverses. Donc c'est un enjeu fort de certains acteurs du Web 2, donc des acteurs plutôt qu'aujourd'hui on connaît. En tout cas, c'est aussi 10 000 emplois qui vont être créés en Europe dans les 5 prochaines années dans ces écosystèmes métaverses. On voit des offres d'emploi qui commencent à émerger chez Nike, chez Gucci, chez Balenciaga ou chez d'autres acteurs, on va dire des marques traditionnelles, mais aussi dans évidemment ces écosystèmes, pour développer ces écosystèmes au sein de The Sandbox, des Decentraland et autres. Évidemment, ils ont besoin de recruter, donc ça va être un pourvoyeur d'emplois dans les prochaines années qui viennent. Et puis un enjeu aussi de dépôt de marque. Aujourd'hui, on a 12 000 enregistrements de dépôt de marque en Chine. Et on verra que c'est un enjeu particulier pour les marques, aussi bien en Europe, aux US comme en Chine, de évidemment protéger la marque à travers évidemment des aspects juridiques, mais pour des projets
qui pourrait être à venir. Et puis, on voit que globalement, c'est un marché de la metaverse worldwide qui représente à peu près 800 millions aujourd'hui et qui est estimé en 2025 à 2000 milliards, donc qui va évidemment être exponentiellement croissant. Et donc, au prisme des différentes plateformes, des marques et des levées de fonds qu'on peut voir d'ores et déjà, ça va être un marché assez prépondérant. On voit aussi que la Chine, spécifiquement dans les startups, a investi 1,5 milliard en fin d'année dernière. Donc, évidemment, c'est aussi un enjeu côté East que Est, que Ouest. Quand on regarde l'historique du web, pour vous faire une petite chronologie rapide, évidemment, on est parti du web 1. Donc, le web 1, c'était de la lecture. C'était l'accès à l'information. C'était la première fois qu'on avait accès à de l'information digitalement. Et donc, il y avait des acteurs qu'aujourd'hui, certains existent encore, d'autres un peu moins, mais qui proposaient effectivement du contenu que les consommateurs pouvaient lire. Ça se résumait un petit peu à ça. Ensuite est apparu en 2005-2007 le Web 2. Donc là, la possibilité pour les utilisateurs de faire de l'UGC, donc de User Generated Content, donc la possibilité d'écrire aussi, de produire du contenu à travers des plateformes comme les réseaux sociaux, comme des acteurs comme Uber, comme Airbnb, etc. Et donc de pouvoir interagir à travers des mondes centralisés, parce que évidemment, c'est des acteurs, Facebook, Uber et autres sont des acteurs qui centralisent les données, la plateforme, l'usage au quotidien et surtout le levier économique. Donc, tout est centralisé sur ces acteurs-là, mais offre la possibilité aux consommateurs de pouvoir générer du contenu. Et on arrive, donc aujourd'hui, on est encore dans le Web 2 et on arrive progressivement, petit à petit, à aller dans le Web 3. Et le Web 3, c'est la même chose. Enfin, ça reprend les codes du Web 1 et du Web 2, donc avec de la lecture et de l'écriture, mais ça rajoute une notion de propriété qui est innovante et pour le coup c'est la première fois qu'on retrouve cette notion-là dans les écosystèmes digitaux où on a la possibilité d'avoir une propriété intellectuelle et une propriété tout court en tant que consommateur. Il y a une notion aussi de décentralisation et d'immersivité, évidemment, dans ce Web 3. En tout cas, ça veut tendre vers ces notions-là. Pour être honnête, aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, mais ça veut tendre vers la décentralisation et des expériences immersives. Et c'est surtout une question d'authenticité et de communauté, parce qu'aujourd'hui, le Web 3, tout tient et tout se résume sur des communautés qui existent et qui font vivre ces écosystèmes et qui vont les construire aussi au fur et à mesure. Donc, c'est plus seulement produire du contenu et pouvoir interagir avec différentes marques ou interagir entre nous à travers les réseaux sociaux, c'est aussi la possibilité de construire et de posséder des assets digitaux. Et ça, c'est la vraie nouveauté du Web3. Il y a des notions que je vais pas pouvoir rentrer profondément dans chacune d'entre elles, mais c'est important d'avoir quand même ces notions en tête quand on se parle de Web3. C'est tout d'abord, évidemment, la première des notions, c'est la blockchain, hein, parce que ça part principalement de cette technologie, donc, qui est le socle technologique qui permet de transmettre de l'information de façon sécurisée et construite de façon immuable et donc du coup de façon aussi décentralisée. Donc on a ce qu'on appelle un réseau peer-to-peer. Donc en fait, la blockchain, c'est un peu les rails du train qui permettent au train d'avancer. C'est un peu le socle technologique qui va permettre à des crypto-monnaies, à des écosystèmes métaverses, etc., de se créer parce que cette technologie étant une technologie aujourd'hui accessible, open source et décentralisée va permettre toutes ces créations de mondes et d'écosystèmes. Ensuite, on a cette notion de crypto-monnaie, cryptocurrency, qui est basée sur la blockchain. Certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum par exemple, évidemment ont leur propre blockchain et ont construit les rails et le wagon. Et puis d'autres sont simplement des wagons qui exploitent des rails, donc des blockchains d'autres, et donc ce qu'on appelle des tokens. Donc il y a une vraie différence entre un token et une crypto-monnaie basée sur la blockchain. Donc voilà, faut aussi avoir cette notion en tête. Ensuite, on a cette notion de DAO, donc d'organisation décentralisée, qui vient évidemment s'adosser aux deux notions précédentes et qui va permettre aux consommateurs de co-construire les règles dans des écosystèmes métaverses. Donc, on va avoir la possibilité d'interagir, de voter, de participer à ces écosystèmes-là grâce à ce qu'on appelle des DAO. Alors, évidemment, il faut que ce soit mis en place, mais c'est mis en place dans certains écosystèmes pour permettre aux gens vraiment d'interagir et de faire évoluer l'écosystème. Et puis, on a une notion, donc ces trois notions sont très West oriented, donc c'est vraiment Europe, US. Et puis, on a cette notion qui est aussi un petit peu East friendly,
de CBDC, donc qui est en gros des digital assets. Donc, ça reprend un petit peu cette notion de crypto-monnaie, mais c'est de la monnaie digitale qui est évidemment émise par les gouvernements. Donc ça reste centralisé, on n'a pas cette notion de décentralisation, mais néanmoins, ça enlève quand même des intermédiaires, notamment les banques. Et bon, évidemment, c'est la banque centrale qui émet tout ça, mais les banques autres intermédiaires sont coupées du cheminement, mais ce qui permet quand même beaucoup plus d'agilité, de fluidité, de réactivité, de flexibilité un petit peu, et puis évidemment d'enlever certains intermédiaires. Donc finalement, on se rapproche quand même grandement de cette notion de crypto-monnaie, même si évidemment ça n'a pas tous les avantages de la crypto-monnaie. Et donc plus spécifiquement en Chine, on a pu voir que la Chine était assez précurseur dans la crypto-monnaie, notamment jusqu'à 2019, parce que ces crypto-monnaies sont évidemment produites par les consommateurs eux-mêmes partout dans le monde, donc ça rejoint le concept de la mondialisation, hein, pour le coup. Et donc ces monnaies qui sont validées et créées partout dans le monde, bah, elles étaient majoritairement créées et validées en Chine à entre 60 et 70% à peu près de la création monétaire du Bitcoin a été faite en Chine, jusqu'à 2019, où évidemment ils ont banni le gouvernement, parce qu'évidemment un gouvernement chinois sur de la décentralisation, ça marche pas tellement. Donc forcément, cette décentralisation étant mal vue, ils l'ont banni pour arriver plutôt sur de la digital currency. Et donc en fait, le minage de ces crypto-monnaies se sont déportés vers l'État, spécifiquement aux États-Unis, et dans l'État du Texas. Et donc aujourd'hui, le Texas étant le premier mineur de cryptocurrency au monde. Et donc, cette alternative en Asie se base sur le yuan digital et donc permet effectivement un contrôle du gouvernement, mais quand même de la flexibilité et de l'agilité dans cette monnaie-là et surtout de l'accessibilité, parce que pas obligé de se créer un compte bancaire et de sortir plein de papiers pour créer un compte. Évidemment, c'est beaucoup plus accessible pour les consommateurs chinois. Voilà, donc ça, c'était important quand même de rappeler cette notion de Web3, je pense, en introduction. Maintenant, on peut aller un peu plus profondément dans la métaverse, dans les métaverses ou la métaverse, selon les puristes et selon les points de vue. Il n'y a pas encore vraiment de définition propre sur la métaverse, c'est encore quelque chose de assez récent dans le volume. On verra qu'en fait, c'est assez ancien dans le concept. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans la conceptualisation de la métaverse, c'est un écosystème qui est 100% digital, qui est souvent en 3D et qui est persistant. Alors, persistant, si on regarde un petit peu les différentes notions, persistant parce que, évidemment, quand on se déconnecte de ces écosystèmes-là, bah, l'écosystème continue de vivre. Hein, c'est pas comme un jeu vidéo où quand on arrête, le jeu est fini. Là, évidemment, même si on se déconnecte nous-mêmes de ces écosystèmes-là, bah, l'écosystème continue de vivre. C'est un écosystème réactif dans le sens où c'est du temps réel. Donc, évidemment, dès qu'on interagit, c'est en temps réel qu'on interagit avec les autres personnes. Il n'y a pas un décalage et peu importe où est-ce qu'il se trouve dans le monde entier à ce moment-là. Ça a vocation à être interopérable. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais évidemment, le concept même de la métaverse se veut d'être interopérable entre les différents acteurs et les différents écosystèmes. Ça se veut être aussi créatif dans le sens où il n'y a plus de limites. Aujourd'hui, c'est beaucoup de la réplication un petit peu du monde qu'on connaît réel. Demain, ça a vocation à aller au-delà de l'imaginaire, en tout cas d'aller jusqu'au bout de l'imaginaire pour construire du contenu, engager le consommateur à travers différents contenus, différentes activités dans ces écosystèmes métaverses. C'est à vocation à être défini aussi par les utilisateurs, notamment avec cette notion de DAO que j'expliquais juste avant, le fait que ce soit décentralisé et que ce soit autonome. Les consommateurs ont vocation à voter régulièrement pour la définition de la roadmap à venir, donc des prochains projets, de l'évolution de la plateforme. Donc à partir du moment où on détient une partie de la plateforme, on est partie et on est acteur de celle-ci. Et donc du coup, on a la capacité de voter et de proposer aussi des évolutions sur ces plateformes-là. Décentralisé, pareil, c'est pas encore totalement le cas, mais en tout cas, ça a vocation à être complètement décentralisé. Et donc le bénéfice de ça, c'est que si demain, pour une raison X ou Y, les créateurs de la plateforme décident d'arrêter ou décident de partir faire leur retraite aux Bahamas, et ben du coup, la plateforme continue de vivre au travers de ses consommateurs parce qu'elle est complètement autonome, elle est complètement décentralisée. Et donc, du coup, en fait, personne ne pourra jamais arrêter cette plateforme-là à partir du moment où il y a toujours une communauté qui est ici, enfin qui existe pour la faire vivre. Bon, c'est tous les jours, donc ça rejoint cette notion de persistante et c'est limitless dans le sens expérience où on pourra aller bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on pourra faire demain.
Et surtout, c'est social. Surtout, c'est social. Surtout, c'est de la communauté. Aujourd'hui, rien ne sert de lancer un projet sans communauté. Tout est à base de communauté. S'il n'y a pas une communauté qui soutient les projets métaverses, quelconque projet métaverse, ça ne marchera pas. Au même titre que c'est la même chose dans le monde réel. Aujourd'hui, si on vend de l'art et si on achète un Pablo Picasso à 500 millions, c'est parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que derrière, il y aura une communauté, une population qui reconnaît la valeur de cet objet-là. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, la valeur, notamment dans les NFT, mais là, on sort un petit peu de la métaverse, mais elle a une valeur parce qu'il y a une communauté derrière, parce qu'il y a une confiance qui s'est inscrite euh, avec, avec la communauté. Alors, le concept de la métaverse étant pas récent, hein, en fait, aussi bien côté ouest que côté est. Côté ouest, on peut voir que le premier terme, la première fois que le terme métaverse est apparu, c'était en 92. Donc, c'est pas tout jeune. Second Life, qui a été sans doute l'un des premiers écosystèmes métaverse, en tout cas d'une vie parallèle virtuelle, a été créé en 2003. Roblox, qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, bah, ça a été créé en 2006. The Sandbox, qui est aussi un acteur majeur aujourd'hui, qui est français dans le Web3 et dans la métaverse, bah, en fait, il a plus de 20 ans déjà, en fait. Et c'était, pour la petite histoire, c'était le concurrent de Minecraft. Hein. Concrètement, c'était exactement les mêmes concurrents, sauf que Minecraft a été beaucoup plus fort que Sandbox pendant des années. Et c'est sans doute ce qui aujourd'hui est une faiblesse peut-être pour Minecraft, c'est qu'ils n'ont pas pris le tournant du Web3, là où Sandbox peut-être était un peu plus agile avec un peu moins de consommateurs et donc du coup a pu se permettre de tourner sur du Web3. Decentraland, pareil, c'est une des premières plateformes, alors pour le coup décentralisée, virtuelle, qui est ouvert en 2015 et puis bah, on verra ce que ça donne par la suite parce que les premiers sont pas toujours les gagnants. Donc on verra ce que ça donne, mais aujourd'hui c'est une des plateformes leaders et ça a été créé en 2015. Fortnite, bon, 2017 et puis bah, Facebook avec rebrandé Meta en 2021. Côté East, pas nouveau non plus, la Corée du Sud, notamment exploite les avatars, notamment à travers des premiers jeux en 95. Il y a les premiers MMORPG, donc c'est les jeux massifs où on a des avatars et on joue dedans. En Chine, on vu le jour dans les années 2000. On a aussi le Voice Load, qui est... alors ça, on connaît mal en Europe, mais ça, c'est quelque chose qui marche très fort au Japon et en Asie. C'est le fait d'avoir des concerts virtuels avec des avatars et la possibilité d'avoir des voix un petit peu retravaillées, type un peu robot, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà adopté depuis 2007, donc c'est pas du tout nouveau. Et donc évidemment, ça continue de s'accélérer. La Chine s'était déjà penchée sur des digital currency en 2014, donc finalement, c'est pas si nouveau que ça. Et voilà, et donc on avance au fur et à mesure. Et aujourd'hui, même Baidu lance des conférences de presse en réalité virtuelle, carrément. Donc ils ont déjà deux pieds dedans. Ce qu'il faut comprendre dans les écosystèmes métaverses, c'est qu'il y a deux écosystèmes. Il y a le métaverse 2.0 et le métaverse 3.0. Et ça, vraiment, c'est important de le saisir parce que c'est techniquement et marketingment parlant, c'est assez clé. Métaverse 2.0, c'est des écosystèmes, en fait, c'est des mondes parallèles qui existent, mais qui restent centralisés. Donc, en fait, c'est des acteurs comme Roblox, par exemple. Roblox, c'est du métaverse 2.0. C'est un monde qui est virtuel, avec des avatars, avec l'écosystème de social experience, le côté immersif aussi, le côté boundless, donc sans barrière, forcément, dans cet écosystème-là. Et avec un système économique qui est basé sur de la vraie monnaie. C'est-à-dire que je vais acheter avec ma carte bancaire, en euros, en dollars, en livres, en francs, en ce qu'on veut, des objets qui resteront dans cet écosystème Roblox et qui, pour le moment, en tout cas, n'en sortiront pas et qui m'appartiennent pas vraiment. C'est-à-dire que si demain Roblox ferme, bah, j'ai plus d'objets, j'ai plus rien, il se passe plus grand-chose. Donc ça, c'est vraiment les Metaverse 2.0 qui reprennent les codes qu'on connaît du digital aujourd'hui, mais qui s'appliquent à un monde virtuel. Et ensuite, on a le Metaverse 3.0 qui est pas complètement abouti, mais qui voit le jour, qui reprend tous les codes du Metaverse 2.0, donc toujours ce monde virtuel, social, voilà, mais qui ajoute une notion de décentralisation, donc la capacité, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, des utilisateurs qui ont la possibilité de voter, de prendre le contrôle sur la roadmap, donc sur les prochains projets de ces écosystèmes-là. Le modèle économique est basé sur de la crypto-monnaie. Donc là, pour le coup, il n'y a vraiment plus du tout d'intermédiaire et tout se passe en crypto-monnaie. Le fait que ce soit persistante, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, si demain les créateurs de Sandbox partent,
eh ben, le sandbox existe toujours. Donc ça, peu importe, il ne pourra jamais être écrasé ou, ou détruit. Ce monde sera persistant. Et puis, il y a cette notion de NFT. Donc, quand j'achète un objet, cet objet m'appartient et je peux le revendre sur des marketplaces en dehors de l'écosystème dans lequel je me trouve. Donc, c'est ça la vraie force du Metaverse 3.0. Pour être honnête, il n'y en a aucun qui propose du Web 3.0 à 100%. On est encore sur de l'hybride, mais en tout cas, il y a des projets qui tendent à aller vers ce Web 3.0. En termes d'univers, de plateforme, bon, évidemment, ça commence souvent avec le gaming, qui est un secteur qui est souvent en avance de phase, notamment dans le digital. Donc, on a Roblox, on a Axie Infinity, qui est plutôt en Web3 et qui propose effectivement du gaming. Il y en a d'autres, là, c'était en illustration. Ensuite, on a des écosystèmes vraiment virtuels, libres, où on a la possibilité tout simplement de se balader, de se promener, d'aller dans des malls, de rencontrer des amis, de flâner, d'assister à des concerts, de visiter des musées. Bref, on peut faire plein d'autres choses que juste jouer. Et là, pour le coup, il y a des plateformes comme Decentraland et Sandbox qui sont les logos en bas à droite. Et on a cette notion au milieu qui est très important à saisir quand on est une marque, et j'insiste, c'est que on a une autre vision et une autre approche que du digital marketing classique. Je peux être confronté parfois à certaines marques qui me proposent des réseaux sociaux pour communiquer sur des projets, type Instagram, Facebook ou TikTok. Ça, c'est des réseaux sociaux qui ne marchent pas pour adresser les communautés, les communautés NFT, Metaverse, experts. Aujourd'hui, on se parle de Discord, de Twitter, de Telegram. Donc, c'est ça les nouvelles plateformes qu'il faut savoir maîtriser. C'est beaucoup de community management. Il faut sortir un white paper, une roadmap. Il faut sortir un projet qui soit construit. Il faut savoir dans quel écosystème on va se positionner. Est-ce que c'est des métaverses plutôt ou des NFT d'utilité, ou c'est plutôt des collections, ou est-ce que c'est de l'art, ou il y a des vraies stratégies à adopter. Et puis évidemment, c'est bien plus que du marketing. Après, derrière, il y a un volet juridique et financier qu'il faut être aussi capable d'appréhender, parce que évidemment, il y a des flux financiers qui transitent dans ces écosystèmes-là. Il faut être à même de les gérer. Et en parlant de flux financiers, des nouveaux business models ont vu le jour. Alors, côté utilisateur, on est passé d'un modèle freemium, qui est le modèle le plus connu et démocratisé aujourd'hui, donc Spotify, Deezer, YouTube aussi, bref, quasiment tous les modèles de Web 2 appliquent du freemium. Donc, on a une version gratuite, et puis si on en veut plus, il faut payer. Mais on a une version gratuite, alors soit d'essai, soit complète, mais qui peut être dans le temps, mais qui est incomplète justement par rapport aux fonctionnalités. Et là, aujourd'hui, on arrive sur des nouveaux types de business models qui sont du pay-to-play, play-to-earn, donc pay-to-play-to-earn, pas évident à dire, mais qui permettent aux consommateurs, en fait, dans ces mondes Web3, de payer d'abord. Donc, c'est-à-dire, pour jouer, il faut que je paye, parce que soit il faut que je m'achète une équipe. Dans Sorare, par exemple, qui est une plateforme de foot NFT, il y a la version gratuite, mais qui n'est pas NFTisée. Donc, c'est-à-dire qu'on a des cartes de joueurs de foot, parce que c'est un peu la collection Panini. Donc, on peut avoir des cartes de joueurs de foot gratuitement, mais qui ne sont pas NFT, donc qui ne m'appartiennent pas, que je pourrais jamais revendre. Par contre, si je veux avoir des cartes qui sont NFTisées, là, il faut que je paye pour les acheter, pour que je les ai et que je sois le détenteur unique. Et après, il y a ce système de play to earn où, en jouant avec ces cartes que j'ai payées, je peux gagner de l'argent, mais je peux gagner du vrai argent. Donc, en fait, on a des personnes à Taïwan, typiquement, qui ont quitté leur job traditionnel pour se lancer complètement dans Axie Infinity, par exemple, qui est un jeu aussi comme ça, qui permettent de générer des revenus, parce que quand ils gagnent des parties, ils gagnent des crypto-monnaies. Ils peuvent aussi revendre et acheter, et donc faire une plus-value. Ils peuvent aussi louer, monétiser différents assets. En fait, l'asset vous appartient. Donc, à partir du moment où il vous appartient, après, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez le louer, si vous voulez le revendre, si vous voulez gagner des coupes et donc gagner du vrai argent derrière. Et aujourd'hui, il y a des gens à Taïwan qui gagnent l'équivalent de 2000 euros par mois en jouant à des jeux, et donc ils ont évidemment quitté leur job traditionnel. Donc c'est un exemple, évidemment, et c'est un exemple assez tôt. Donc je dis pas que tout le monde va partir pour jouer dans ces écosystèmes-là, mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau business model qui a été mis en place et qui est intéressant à comprendre. Sur la Chine plus particulièrement, il y a une approche un peu en trois couches qui s'est faite. Un côté national, où évidemment la Chine a instauré d'ailleurs une Metaverse Industry Committee, donc une réunion entre les industries métaverses, et qui, notamment sur les opérateurs télécoms,
les soutient massivement pour déployer la 5G. Parce que, évidemment, ces écosystèmes NFT, Metaverse, Web3 consomment beaucoup de bandes passantes, beaucoup d'énergie. Et donc, évidemment, s'il n'y a pas l'infrastructure technique derrière pour pouvoir supporter toute la bande passante, bah, ça ne marchera jamais. Donc, en fait, la Chine l'a bien compris et donc met en place, évidemment, des stratégies là-dessus. Au niveau local, 10 villes, notamment 10 mégalopoles, ont publié un plan sur 5 ans pour construire des écosystèmes métaverses, notamment dans des enjeux où, bah, évidemment, l'immobilier en Asie est assez compliqué. Donc, les gens ont des petites surfaces et donc c'est compliqué de s'évader physiquement. Et parfois, la vie peut être assez compliquée pour ces gens-là. Donc, évidemment, ils investissent massivement dans le métaverse pour leur offrir un peu une voie de sortie virtuelle, on va dire. Dans le secteur privé, ils investissent aussi, notamment en réduisant les risques politiques pour les sociétés qui investissent dans la métaverse, ce qui en Chine n'est pas rien. Et en plus de ça, les incentives globalement pour développer encore une fois ces écosystèmes métaverses. En Corée du Sud, qui est assez différent de l'Asie là-dessus, eux, ils ont fait un all-in. Ils se sont dit, on y va à fond. Et ils ont l'ambition d'être le 5e marché de la métaverse en 2026. Donc, le gouvernement a investi 200 millions, enfin 187 pour être précis, millions dans ces structures-là, à travers différents ministères d'ailleurs, de la science, du futur planning, comme ils l'appellent, et des différents opérateurs et de la technologie. Ils ont mobilisé 40 000 professionnels, ils ont investi dans 220 startups. Il y a un acteur phare qui aujourd'hui sort sur ces enjeux de métaverse en Corée du Sud, qui est Zepeto, qui est un des acteurs leaders de la métaverse, qui est donc sud-coréen, et qui est soutenu par 2 banques, enfin par une holding et une banque, pour déployer la métaverse. Il déploie la métaverse au niveau de 3 axes. Au niveau artistique, pour vous dire à tel point c'est important en Corée du Sud, le musée national de Séoul a fait une vente de NFT dans une de ses galeries, donc pour inciter évidemment les Sud-Coréens à venir dans ce musée-là pour acheter des NFT. La pop culture, la K-pop, qui est un des mouvements culturels musicaux forts, se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus d'idoles virtuelles et des virtuels alter ego. Donc le fait d'avoir des chanteurs qui existent dans la vraie vie, mais qui existent aussi virtuellement, et qui peuvent avoir d'ailleurs des vies parfois un peu soit complémentaires, soit différentes. Et ensuite, dans le tourisme, ils utilisent notamment Zepeto pour proposer des visites de la Corée, donc pour promouvoir la Corée, à travers ces plateformes Zepeto qui comptent des millions d'utilisateurs partout dans le monde. Et ben, ils en profitent pour promouvoir la Corée en faisant des visites virtuelles et même en proposant des offres d'éducation pour apprendre la langue sud-coréenne. Donc pourquoi ils font tout ça? Bah, évidemment parce que culturellement, ils souhaitent s'imposer, premièrement. Et puis deuxièmement, le chômage. Suite au Covid, malheureusement, beaucoup de jeunes générations n'ont pas réussi à trouver forcément de l'emploi. Et donc, du coup, ils y voient une opportunité pour ces nouvelles générations de trouver de l'emploi dans l'écosystème métaverse. Et quand on creuse sur les BATB, donc nos équivalents de GAFAM, mais version Asie, donc Baidu, Alibaba, Tencent et ByteDance, on voit qu'évidemment, il y a plusieurs initiatives à plusieurs degrés, donc je ne vais pas toutes les faire, mais globalement, Alibaba, qui est l'équivalent d'Amazon des côtés Asie, lance Luxury Pavilion, donc qui adresse les marques européennes de luxe, notamment, à promouvoir leurs produits au sein de leur plateforme e-commerce. Donc, ils commencent à proposer effectivement la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent des digital collectibles, qui est l'autre mot pour NFT, parce que NFT c'est interdit en Chine, mais ce qui est peu ou prou l'équivalent, à travers donc ces plateformes-là. Ils font aussi des formations en réalité virtuelle. Ils font aussi, via Taobao Buy Plus, des expériences en réalité augmentée pour acheter ces biens de consommation plus rapidement et directement à travers ces lunettes. Voilà, il y a plein de projets qui sont faits. Il y a aussi NIO et Enreal qui ont sur l'automobile, qui est une marque d'automobile qui propose aujourd'hui aussi des services basés sur de la blockchain et sur des expériences un peu plus immersives à travers le véhicule. On a plein d'exemples de la Chine, en tout cas des acteurs majeurs, des 4 grands acteurs tech asiatiques qui se positionnent, chinois principalement, qui se positionnent dessus. Et voilà, j'ai passé la slide. Et sur les GAFA,
Mais on a un petit peu de retard, pour être honnête, de nos amis américains. Google, bon, avait lancé les cardboards, mais ça, c'était plus une blague qu'autre chose. S'est lancé beaucoup dans le soft skills, après l'échec du hard skills, des hardware, pardon, du hardware. Donc, Google Glass, avec son hardware, donc les lunettes en réalité augmentée, a été un échec. Hein, et ils ont essayé de le lancer il y a plusieurs années sans succès. Donc, ils vont essayer de revenir sur ce projet-là. Et puis, ils développent aussi du software avec AR Core, qui est un framework pour développer justement des applications en réalité augmentée. Apple fait plus ou moins le même move. Hein. Globalement, ils développent aussi un framework en réalité augmentée à travers, pour que les applications exploitent la réalité augmentée de leur téléphone. Ils vont lancer, normalement, d'après les rumeurs, ils vont lancer des lunettes connectées aussi d'ici la fin de l'année. Donc, on verra ce que ça donne, soit augmentée, soit réalité virtuelle, on verra. Facebook, bon, lui a mis aussi les deux pieds dedans. Lui, pour le coup, se concentre sur l'expérience et sur le corporate à travers des mondes virtuels, mais pour les professionnels. Là-dessus. Amazon, pour l'instant, on n'entend pas parler d'Amazon. On va voir s'ils ont des projets en sous-marin, mais pour l'instant, pas de nouvelles d'Amazon. Et Microsoft, avec Activision Blizzard et Minecraft et Teams, se lance aussi plutôt dans le gaming virtuel, à développer effectivement ces différents écosystèmes. Et donc, on arrive sur les expériences dans ces écosystèmes de métaverse, parce que je savais que vous allez me poser la question, donc j'y réponds. Alors, ces expériences dans ces écosystèmes métaverse, tout commence par des avatars. L'avatar, c'est la clé d'entrée. Hein. Quand on veut entrer dans un écosystème métaverse, évidemment, la première étape, c'est de se construire un avatar, donc qui est évidemment une identité virtuelle, hein, qui nous représente dans un écosystème virtuel. Et surtout, on a pu voir que c'était principalement la génération Z qui est pour l'instant assez appétente par rapport à ces écosystèmes-là. Et cette génération, on peut aussi voir qu'elle est assez portée sur des nouvelles tendances et des nouveaux positionnements dans la vie sociétale, comme le non-genré, par exemple, ou comme l'inclusivité avec le IES ou des choses comme ça. Donc là, ils se retrouvent beaucoup dans ce système d'avatar parce qu'en fait, au lieu d'être un homme ou une femme dans le monde réel, en fait, ils peuvent être un petit peu ce qu'ils veulent dans le monde virtuel et ils peuvent être, pour certains en tout cas, être mieux représentés dans ces écosystèmes virtuels finalement, et surtout la possibilité de changer leur apparence selon leurs émotions, selon leur phase de vie ou leurs différents moments. Donc, évidemment, il y a ces avatars virtuels qui peuvent nous ressembler ou ressembler à des humains, et puis il y a aussi des avatars qui peuvent être au-delà de l'humain, et donc qui, pour certains, les représentent sans doute mieux. Alors, cette notion d'avatar, elle n'est pas nouvelle, en tout cas côté East, elle est vraiment pas nouvelle. Dès les années 90, la Corée du Sud avait déjà créé un jeu vidéo. Tencent, donc un des gros acteurs, hein, comme on l'a cité avant, avait créé déjà des avatars dans des jeux vidéo, donc qui permettaient même de monétiser selon les audiences qu'on avait, certains médias ou certaines publicités. C'était un peu les influenceurs de l'époque, quoi. Ensuite, dans les années 2000, il y a le Japon notamment et Yamaha qui a créé le Vocaloid, pardon, technologie, donc qui permet effectivement d'avoir des chanteurs virtuels avec leur propre style et tonalité. Donc, en fait, on pense souvent à Avatar en 3D, en design, mais en fait, il y a aussi le son et les différentes tonalités qui sont importantes à prendre en compte. Alors, pour l'instant, c'est très textuel dans les mondes européens et US, parce que quand on veut chatter avec quelqu'un, ça se fait par chat textuel. Mais en fait, en Asie, ils ont déjà appréhendé cette notion de voix virtuelle, finalement, qui n'est pas la vraie voix, qui est une autre voix, et une voix qu'on a spécifiquement dans les écosystèmes virtuels. Et aujourd'hui, il y a des concerts aussi qui se font. Voilà, donc notamment l'illustration ici le montre bien. C'était un concert d'une chanteuse qui est complètement virtuelle, alors aussi bien physiquement qu'en termes de voix. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui évidemment la suivent. En Chine, dès les années, donc ça c'était dès les années 2000, hein, donc c'est vraiment pas récent. 2010, dans les années 2010, la Chine qui sort des télé-réalités avec des personnes virtuelles, donc de la télé-réalité avec uniquement des célébrités et des stars virtuelles. Donc encore une fois, ça fait 20 ans qu'ils ont déjà pris le tournant et qui évidemment cartonnent en Asie. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est l'extension plutôt de la vie de la plupart des Asiatiques, en tout cas des jeunes.
Donc, soit à travers des plateformes comme Zepeto pour avoir leur propre représentation, soit il y a aussi des virtual assistants, donc c'est le fait d'être conseillé. Alors, il y a les live streamers évidemment, mais il y a aussi les virtual BAs, donc c'est des conseillers virtuels, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un magasin et virtuellement être conseillé par des assistants qui sont complètement virtuels, mais c'est rentré complètement en immerse et voilà, c'est complètement habituel. Et puis, il y a les virtual KOL, donc les Key Opinion Leaders, hein, donc les influenceurs. Donc, évidemment, les virtual tubeurs, donc les tubeurs, les Vocaloid idols, voilà, les différentes célébrités qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, alors soit classiques, soit les réseaux sociaux spécifiquement dans ces écosystèmes métaverses. Mais voilà, donc c'est quelque chose complètement adopté en Asie. Sur les expériences plus globalement, donc évidemment, il y a plusieurs possibilités dans ces expériences métaverses. Soit on se positionne plutôt sur une branche corporate, ce qu'a fait Meta. Donc voilà, la vocation, c'est de proposer une plateforme qui permet pour des professionnels de se retrouver en réunion et d'être représentés par des avatars et d'interagir dans ces mondes-là. Soit on va dans le gaming, bon, pas besoin d'illustrer, je pense que vous l'auriez compris, mais vous l'aurez compris, mais globalement, voilà, on a des jeux et de la communauté autour du virtuel. La possibilité d'interagir aussi virtuellement, socialement, bon, ça c'est ce qu'on connaît déjà plus ou moins, mais c'est effectivement la possibilité d'échanger avec d'autres avatars ou d'autres personnes virtuellement, soit dans des groupes spécifiques, soit au sein de plateformes plus généralistes, mais le pouvoir d'échanger virtuellement, évidemment, c'est un key factor là-dessus. Évidemment, la culture. Alors, la culture, il y a pas mal de musées, hein. Je vous ai parlé du Seoul Museum. Il y a pas mal de musées maintenant qui proposent, soit des musées traditionnels qui proposent des expositions virtuelles, et ça, évidemment, avec le Covid, ça a accéléré fortement cet usage-là, soit carrément des expositions 100% virtuelles, notamment quand on détient des NFT, des assets digitaux propres à soi. Bah, on a aujourd'hui la possibilité soit de les exposer dans des galeries virtuelles, soit de les exposer chez soi, parce qu'on a aussi la possibilité d'avoir des appartements virtuels pour exposer ces NFT virtuels, donc d'avoir vraiment un monde virtuel. Événements, les concerts, Travis Scott, donc l'exemple ici, mais et d'autres. Snoop Dogg aussi a fait un concert il y a longtemps virtuellement. Là aussi, ça permet d'aller au-delà de ce qu'on connaît dans le monde physique et d'aller vraiment interagir et limite gamifier l'expérience quand on va suivre un concert. C'est pas juste suivre un concert et regarder le show, c'est aussi interagir, soit avec le chanteur, soit avec des éléments du décor, et donc d'être partie prenante de ces concerts-là. Et puis, il y a la possibilité, évidemment, de faire du shopping. Alors, du shopping de manière, soit via les marketplaces dans les plateformes. Donc, il y a un usage où on rentre dans le monde virtuel et un usage, on va dire, d'accueil où il y a une marketplace et où on peut acheter des objets. Et dans le monde virtuel, évidemment, demain, on pourra trouver des boutiques de Gucci, Balenciaga et autres marques voilà, très connues et dans lesquelles on pourra rentrer dans la boutique, profiter de l'expérience et d'une expérience virtuelle qui peut être assez infinie et d'acheter évidemment ces produits qui peuvent être soit 100% virtuels, soit reliés aussi avec un produit physique virtuel. Typiquement Nike sur certaines collections où on achetait une paire de Nike virtuellement et on se faisait livrer sa paire de Nike physiquement aussi quand on l'achetait dans le monde virtuel. Sur les personas, donc sur les cibles, on va dire, on identifie 3 typologies de cibles qui sont assez similaires finalement entre le West et le East. Pour résumer, parce que je vois que le temps passe, on a les spéculateurs d'un côté Est, côté Ouest, donc eux qui cherchent à acheter au plus tôt et espèrent faire effectivement une plus-value lors de la revente. Donc c'est vraiment plutôt des spéculateurs. On a ceux qui cherchent vraiment le côté social, parce qu'ils se retrouvent plus facilement dans ces écosystèmes-là, voire ils ne se sentent pas forcément très bien dans le monde réel, donc finalement ils se réfugient un petit peu dans le monde virtuel, ce qui existe aussi malheureusement de plus en plus. Soit ça peut être aussi un complément tout simplement d'usage, et donc de retrouver une partie d'amis ou de ce qu'on recherche dans ces mondes virtuels. Donc évidemment, c'est assez fort. Ça, c'est plutôt côté Ouest et côté East. Bon, évidemment, il y a aussi ça, mais il y a aussi les fans. Il y a toute une virtuelle économie et une virtuelle fan économie autour de ces mondes virtuels où finalement, on retrouve des fans qui suivent régulièrement et qui interagissent régulièrement avec des influenceurs virtuels. Et puis, bon, on a évidemment assez logiquement des gamers qui viennent déjà d'un monde très, très digitalisé et puis qui suivent et qui se lancent aussi dans les expériences métaverses, qui sont peut-être d'ailleurs sans doute les plus frustrés dans un premier temps parce que eux qui ont l'habitude d'avoir des univers très aboutis
Aujourd'hui, la métaverse, ça reste encore un petit peu en chantier, quoi. C'est quand même, mine de rien, sur de tels volumes, c'est assez récent. Donc, voilà. Mais c'est évidemment un cœur de cible à ne pas oublier. Et pour finir cette keynote, je vous propose de partager avec vous quelques cas et quelques initiatives de marque. Alors, en vrai, aujourd'hui, il y en a tellement que on aurait pu y passer une journée entière. Donc, je vous ai sélectionné comme quelques cas. On a, et surtout des groupes, et j'ai essayé de les mettre en perspective. On a, premièrement, Kering, grand groupe de luxe, qui, à travers ses marques Balenciaga, Gucci, se sont lancés dans la métaverse, notamment Gucci très fortement, depuis un bon moment, parce que déjà depuis 2021, avec Pokémon Go notamment, ils avaient créé des avatars avec North Face, donc des costumes pour des avatars dans Pokémon Go, donc c'était déjà un premier pas dans la métaverse. Par la suite, évidemment, et ce que je disais au tout début, c'est le dépôt de marque est clé, parce qu'on a déjà vu des worst cases, évidemment. Ce qui existe dans le monde réel existe aussi dans le monde virtuel. Hein. Faut pas croire que le monde virtuel, c'est que des bisounours. Évidemment, alors pour l'instant, c'est encore le début, mais faut pas être dupe. Les gens, il y a certaines personnes qui font des choses dans le monde réel qui vont essayer de le répliquer dans le monde virtuel, notamment, évidemment, la copie de produits. Donc il y avait il existe beaucoup de copies, notamment dans les marques de luxe dans le monde réel. Bah, évidemment, c'est la même chose dans le monde virtuel. Donc il y a certains cas où il y avait des sacs. Alors, si je ne m'abuse, je crois que c'était les sacs Bellemin qui ont été évidemment répliqués, ou même Nike qui s'est lancé dans la métaverse et qui s'est vu répliquer certains de ces objets en disant bah voilà, c'est des vrais Nike, etc. Alors que bon, c'était pas forcément Nike derrière. Donc évidemment, ils essayent de se protéger au maximum en déposant des marques pour pouvoir éventuellement faire appel à des actions juridiques derrière. On peut voir aussi, ce qui est assez intéressant, c'est de voir par exemple Balenciaga dépose la marque évidemment dans le monde virtuel, alors principalement aux États-Unis pour le moment, mais aussi inclut la marque dans d'éventuels projets à venir de casques de réalité augmentée, de programmes informatiques, de lunettes connectées. Donc en fait, ils anticipent la demande et les prochains projets, et donc essaient de couvrir un maximum de chantiers autour de ces projets métaverse. Gucci, mai 2021, se lance et crée dans Roblox une expérience avec le Garden Experience de Gucci, la Collector's Room, donc dans l'écosystème Roblox, parce que dans Roblox, il y a plusieurs univers, donc ils ont créé leur propre univers, et ils ont vendu évidemment des items digitaux. Et alors, d'après leur dire, ils seraient à peu près ils seraient vers les 3,5 millions quand même de revenus générés à travers des items virtuels qui ont été vendus dans Roblox. Donc ça peut être assez profitable quand même. Et en septembre 2021, Balenciaga qui signe une collaboration avec Fortnite, voilà, pour designer des accessoires, encore une fois, pour les métaverses, ce qui, quand on est une marque de luxe, est souvent la première étape et souvent la plus simple aussi. LVMH, quant à eux, donc en opposition à Kering, LVMH ont été plus frileux. Bernard Arnault avait indiqué il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, que bon, voilà, la métaverse fallait prendre un petit peu de hauteur et que voilà, fallait pas se lancer dedans. Bon, quelques mois plus tard, il a quand même lancé pas mal de projets, donc finalement, ils ont commencé à mettre les deux pieds dedans. Bon, en 2019, déjà, Louis Vuitton avait fait un partenariat avec Riot Games, donc ils avaient lancé à la fois une application adressable pour l'Asie et pour les US, parce que c'est en anglais et en chinois, mais ils ont aussi créé des skins, donc des vêtements pour les personnages de League of Legends, qui est un des plus grands jeux mondiaux. Et puis plus récemment, donc après il y a eu un petit trou sur les initiatives métaverses, et puis plus récemment, en janvier 2022, ils ont lancé une exposition virtuelle lors du bicentenaire de la marque Louis Vuitton, avec des NFT évidemment à vendre. Donc c'est l'image que l'on peut voir sur la droite. Ils ont aussi, je vous parlais des postes, 10 000 emplois qui vont être créés dans les 5 prochaines années. Bah, des fois, effectivement, c'est aussi j'allais dire de l'upgrade, mais voilà, des promotions, voilà, je vais y arriver, des promotions internes. Donc par exemple Sephora, qui est devenu, donc Nelly Messa, qui est devenue vice-président Digital Innovation et Head of Crypto et Metaverse maintenant. Donc évidemment, même les boîtes traditionnelles se positionnent sur ces enjeux-là, soit en recrutant des équipes, soit effectivement en exploitant des équipes déjà existantes. Et puis, ils vont annoncer très prochainement, donc le 15 à 18 juin prochain, à Vivatech, donc à Paris, leur égérie virtuelle. Donc, ils vont avoir une égérie virtuelle qui sera présentée à Vivatech Paris. Je ne sais pas si vous y serez, mais
si vous y êtes, je pense que ça peut valoir le coup d'œil. Plus récemment, on a la Metaverse, la Fashion Week dans la Metaverse, notamment en exploitant la plateforme Decentraland. Donc Decentraland a organisé pour la deuxième fois, me semble-t-il, la Metaverse Fashion Week. Donc évidemment, 100% virtuel, 100% dans l'écosystème Decentraland. Et donc on a plusieurs marques qui ont eu et qui ont pris part à cette Fashion Week en notamment construisant des pop-up stores virtuels au sein de Decentraland. Donc ça a eu lieu, là ça s'est fini il n'y a pas si longtemps. Donc c'était du 24 au 27 mars. Et donc on retrouvait Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger, mais aussi Estée Lauder. Et Estée Lauder qui a fait pas mal parler d'eux parce qu'ils avaient proposé une expérience vraiment aboutie dans ces écosystèmes-là. Donc là en bas, vous voyez voilà, trois exemples de ces écosystèmes métaverses. Nike, Nike qui a été assez précurseur aussi là-dessus. Eux, ils se sont lancés les deux pieds dedans aussi. Ils ont créé carrément Nikeland au sein de Roblox. Donc, ils ont créé carrément un écosystème. Et aujourd'hui, ils estiment qu'il y a à peu près 7 millions de personnes qui sont passées dans leur Nikeland, qui est donc un store de Roblox, mais pas qu'un store aussi. On peut y jouer, on peut faire du basket, on peut faire plein d'activités évidemment dans ce Nikeland. Et donc, ils estiment que voilà, ça a permis de faire croître les ventes de 20% au cours du dernier quarter de 2021. Ils ont aussi déposé plusieurs dépôts de marque. Hein. Encore une fois, ça c'est une stratégie clé hein, de se protéger contre d'éventuelles copies dans les mondes virtuels. Et assez récemment, en décembre 2021, ils ont annoncé l'acquisition de Artefact, donc écrit RTFKT, qui est toujours un studio de design de NFT. Et donc, ils ont lancé toute une gamme de NFT Nike et ils ont une volonté de vraiment étendre les NFT Nike au global. Donc, pour l'instant, c'est chaussures, mais on verra demain ce que ça donne. Adidas, eux, ils sont rentrés directement dans le Web 3. Donc, en fait, Nike, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, donc, sont principalement dans le Web 2, hein, parce que Roblox, c'est du Web 2. Là, avec les NFT, ils rentrent dans le Web 3 doucement. Et pourquoi ils rentrent dans le Web 3 doucement, notamment? Parce qu'Adidas, donc c'était en décembre 2021 pour Nike, en septembre 2021, donc quelques mois plus tôt, Nike avait acheté un Bored Ape Yacht Club. Donc, Bored Ape Yacht Club, c'est l'un des NFT les plus connus et aujourd'hui le plus valorisé. Hein, c'est Yucalab derrière et ils ont levé très récemment 450 millions. Donc, ils ont acheté le numéro 8774, pour être précis, pour avoir les droits commerciaux. Parce que, effectivement, ce que je vous avais pas dit, c'est que quand on achète un NFT, non seulement on est le propriétaire, mais en plus de ça, on a le droit aussi d'exploiter commercialement parce qu'on est propriétaire de l'asset digital, donc on a le droit de l'exploiter commercialement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont acheté exprès un Bored Ape Club pour exploiter l'usage commercial. Et donc, ils ont créé l'image que vous voyez sur la droite. Ils ont créé donc une collection Adidas et surtout, ils ont créé un nouveau caractère qui s'appelle Indigo Earth. Voilà. Donc ça, c'était le premier move en septembre 2021. Et en décembre 2021, ils officialisent là carrément une collaboration avec Bored Ape et Pump Comics, qui sont aussi deux communautés, on va dire, NFT très très importantes, pour créer toute une gamme de NFT, et ils seraient à peu près à 23 millions de revenus générés à travers cette collection de NFT. Ils ont aussi acheté un terrain sur Sandbox, parce que sur Sandbox, on peut acheter des terrains, pour créer un écosystème qui s'appellerait Adiverse, qui est en cours de création pour l'instant. En tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas plus d'infos. Et ensuite, il y a Adidas et Prada qui, voilà, même collaborent pour entrer dans cette métavers. Donc, c'est encore très récent. Mais globalement, beaucoup d'initiatives, beaucoup de collaborations. Côté East, et je me dépêche, Alibaba, qui le Double 11, donc, qui est le Black Friday, mais puissance 100 000 en Asie. Hein. Double 11, c'est le jour à ne jamais manquer quand on est une marque et qu'on est présent en Asie. Hein. Ça, c'est le jour incontournable. C'est là où la majorité du business se fait en Asie. Donc, Alibaba a dévoilé au dernier Double 11 une collaboration, donc à travers Tmall, qui est donc encore une fois sa plateforme, avec des virtuels influenceurs, une exhibition d'art avec des marques comme Burberry, Kiehl's et des marques européennes qui ont lancé des éditions limitées de NFT, voilà, avec
une introduction et une présentation avec une virtual influenceur, donc on n'y va complètement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un présentateur virtuel qui présente voilà, des NFT dans dans une métaverse d'art. Donc là, on est complètement virtuel de A à Z. Et Burberry, par exemple, a vendu des éditions limitées de leurs écharpes, leurs fameuses écharpes. Si vous connaissez un peu la marque, leurs fameuses écharpes à 453 $ chacune, donc plus cher que dans le monde réel. Et pour finir, un cas foot, pour sortir un petit peu de marques, on va dire, plus traditionnelles. Donc, Liverpool, qui très récemment a lancé aussi une gamme de NFT avec Sotheby's, qui du coup va permettre de vendre 24 NFT uniques de différents joueurs et donc va permettre aussi à la fois au club, évidemment, de générer des revenus, mais d'impliquer les fans et de prendre part dans des différents projets pour les fans, donc à travers les NFT. Et le PSG, évidemment, qui a créé en 2018, ça fait déjà un petit moment, ils ont créé le PSG Fan Tokens, qui est donc le token du PSG, ce qui permet évidemment aux fans aussi d'avoir, et c'est là tout l'intérêt pour les marques, c'est d'avoir cette relation, on va dire, une nouvelle relation entre les marques et le consommateur. Et évidemment, qui a fait le buzz avec Messi, quand il est arrivé, il a eu une grosse partie de son salaire, et Dieu sait que c'est pas des petits salaires, en PSG Fan Tokens. Pour finir, et pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, alors tout part évidemment des attentes du consommateur, donc évidemment qui souhaite avoir des expériences plus immersives, d'appartenir à une communauté et de faire valoir sa personnalité. En fait, c'est plutôt ça qui se transcrit aujourd'hui dans le monde virtuel, mais en fait, la métaverse et le monde virtuel, c'est pas une finalité, c'est une technologie qui permet d'arriver à une finalité. Mais la finalité, c'est pas d'être dans un monde virtuel. La finalité, c'est d'avoir une expérience enrichie et d'appartenir à une communauté, chose que des fois dans le réel, on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir, et surtout de redéfinir sa personnalité, parce que je vous l'ai dit, surtout les jeunes générations aujourd'hui ont un vrai besoin de définir leur personnalité. Par conséquent, les marques, pardon, elles investissent massivement dans les technologies pour arriver à procurer une expérience immersive, communautaire et personnelle. Et évidemment, essayent d'étendre et connecter le monde digital, virtuel. Alors, il y a virtuel, digital et réel. Maintenant, il y a 3 mondes, effectivement, à maîtriser. Et donc, ça passe évidemment principalement par du storytelling, de l'ADN de marque. Et alors, attention, parce que moi, on peut voir que même certains grands groupes, quand on interviewe le COMEX, parfois, on n'a même pas tout à fait la même définition de l'ADN de marque. Donc, c'est important de redéfinir son ADN de marque pour créer un storytelling qui soit cohérent et pertinent, parce que le monde du digital, il pardonnait pas, mais le monde de la métaverse, il pardonne encore moins. La moindre erreur, le moindre couac, le manque de transparence, etc. Et là, si on se met la communauté à dos, c'est fini. Je pense que c'est compliqué de revenir dans ces écosystèmes-là. Mais ça permet aussi, notamment à travers les NFT, un sentiment de membership et de communiquer avec eux, notamment à travers le wallet. Alors, on pourrait y passer des heures et je crois que mon temps est imparti, mais globalement, il y a une relation qui a à voir avec les wallets. Et ça, le wallet, c'est le nouveau mail de demain. Hein. C'est-à-dire que demain, on pourra communiquer directement à travers les wallets des consommateurs, donc ce portefeuille virtuel qui permet d'acheter de la crypto-monnaie et des NFT. Voilà, donc ça, évidemment, ce sera à mettre en place. Et puis, ça permet aussi du loyalty programme, du CRM, de façon beaucoup plus aboutie que ce qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas vu différemment. Et donc, en fait, on peut remarquer à peu près 3 opportunités, 3 styles de marques selon les secteurs d'activité. Il y a celles qui sont plutôt patientes et qui vont plutôt former les équipes en interne pour s'acculturer à ces nouveaux écosystèmes, voilà, et pour lequel on les accompagne régulièrement dessus. Et c'est la première étape, c'est déjà d'essayer de comprendre les écosystèmes avant de se lancer dedans. Ensuite, il y a les secteurs d'activité ou les marques qui commencent à créer des premiers projets. Donc là, évidemment, il y a la définition de l'ADN, du storytelling à avoir dans ces écosystèmes-là. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'on twitch un peu, on change un peu le storytelling ou pas? Il y a tout l'aspect contenu, expérience qui est clé. Évidemment, il va falloir développer du contenu spécifique et arrêter de réexploiter les mêmes assets, voire avoir des égéries spécifiques, avoir vraiment une spécificité dans ces écosystèmes-là. Le NFT, si on s'en sert, oui, mais comment et pourquoi? Construire les communautés, communication, advertising aussi, parce que évidemment, communiquer en amont, surtout créer une communauté, c'est clé. Sinon, encore une fois, son projet se retrouve sans communauté et donc sans rien du tout. Et puis, il y a ceux qui vont carrément dans le dur en exploitant la technologie blockchain à des fins produits ou services, pour améliorer leurs produits ou services. Je
pense à la pharma notamment, au secteur de la science, au secteur du luxe aussi. Il y a eu un consortium avec deux grands groupes, enfin plusieurs grands groupes du luxe, pour créer une blockchain qui permet la traçabilité de la production des produits. Et donc là, vraiment, on est dans le dur. Il y a aussi la possibilité d'organiser des trainings, des certifications pour les équipes en interne quand on a beaucoup d'équipes. Voilà, et du coup, via le NFT ou des choses comme ça permet de certifier, d'attester que monsieur Intel est bien certifié de cette formation-là et d'exploiter évidemment la technologie de la R et VR pour l'interne comme pour les consommateurs. Voilà, donc j'en ai fini pour ma keynote. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Ce sera avec plaisir, juste pour échanger, prendre un café ou si vous avez un projet spécifiquement et que vous avez besoin d'un œil externe. Merci infiniment, Valim. C'était plus que complet. C'est impressionnant parce que on a beau dire que certains nous disent, n'arrêtent pas de dire il n'y a rien, mais c'est fou, c'est un rien qui est déjà bien plein. C'est assez impressionnant. Ce qu'on voit, c'est que finalement, ce client qu'on connaissait mal est devenu un contributeur dans le digital et maintenant, il devient presque un concurrent parce que il va pouvoir co-créer vraiment avec la marque et être propriétaire. Et je pense que ce métavers, la force du métavers, c'est l'argent. C'est que tout d'un coup, on n'est pas juste là à contribuer avec des mots, des images ou je veux dire juste du temps qu'on passe pour une marque. Là, vraiment, on peut gagner de l'argent. Donc, ça change complètement le modèle. Et je pense que cette génération Z est beaucoup plus maligne qu'on y pense. C'est des vrais entrepreneurs et je pense qu'ils sortiront du jeu d'une économie totalement classique pour passer, comme tu disais. Aujourd'hui, on peut gagner sa vie en jouant sur des jeux vidéo, mais demain, on pourra créer des sacs. Alors, juste une petite question par rapport à tout ce que tu as montré. Il n'y a pas encore d'exemple de médias. Est-ce que encore cette fois-ci ils perdront le coche, ils seront plus qu'en retard? Est-ce qu'il y a des expériences, il y a quelque chose, un groupe média qui serait entré déjà dans ce métavers? Alors, pour être honnête, j'ai pas entendu parler de groupe média à proprement dit, pas au sens publisher. Je sais que, alors je crois que c'est en Asie, ils ont une initiative, mais là pour le coup, je pourrais pas te le redire par la suite là-dessus. Non, donc en médias comme ça, non. Après, si on se parle de médias, publicité, etc., si évidemment il y a alors ça, c'est une autre chose. C'était la dernière question que je voulais te poser. Ouais. C'est évidemment pour le contenu, c'est une chose, mais alors pour les marques, c'est le terrain béni. On voit que dans le monde réel, on essaie de réduire au maximum la publicité sur le domaine public. Enfin, on voit même sur le web, il y a beaucoup de gens. C'est même cette même génération Z qui ne veut pas de pub sur le web, va la retrouver partout et va aussi être co-créatrice de pub. Donc, c'est incroyable ce qui va se passer. Non, mais complètement. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est de voir que l'expansion du digital, notamment marketing, là, je parle plus spécifiquement, a été assez croissant ces dernières années avec plein d'innovations, de technologies, etc. Et donc, il y a eu la mode de la data en long, en large et en travers pour les marketeurs, hein, je parle. L'exploitation de la donnée personnelle pour cibler avec les tribes, le precision marketing, plein de stratégies vraiment spécifiques. Alors, qui n'est pas complètement obsolète aujourd'hui, mais ce qui est évidemment de plus en plus compliqué, parce que comme tu l'as dit, tu as le RGPD, tu as Google Privacy Sandbox, tu as Apple ATT. La fin des third-party cookies, voilà. Exactement, exactement. Voilà, et puis, le traquage est plus le même. Complètement. Et puis aujourd'hui, les citoyens, ils en ont conscience. À l'époque, on pouvait le faire parce qu'ils n'étaient pas trop au courant de ce qui se passait. Et puis voilà. Mais en fait, aujourd'hui, ils sont de plus en plus à même de comprendre ce qui se passe. Il y a même des initiatives, la Convention citoyenne pour le climat, où il y avait une rubrique sur la publicité, comme quoi il fallait évidemment la limiter au maximum. Et puis c'est compliqué sur la publicité, on fera jamais pleurer les gens sur la publicité. Donc effectivement, la publicité a eu un petit peu de perte de vitesse là-dessus. La data notamment, où c'est devenu de plus en plus compliqué avec des volumes beaucoup plus restreints. Et donc là, on a ce nouvel écosystème. Alors pour les marketeurs, c'est merveilleux, mais en fait, c'est très profond, comme tu l'as dit. Là, je vous ai parlé de même pas un dixième de ce qui se passe, mais en fait, on peut y passer des mois et des années. Mais en fait, il y a des aspects très, très larges et c'est vraiment très profond. Et à l'inverse, on a des consommateurs qui, évidemment, la data, déjà dans ces écosystèmes-là, il n'y a pas de data. Donc déjà, la data, on oublie. Donc le micro, personnalisation, segmentage, etc., c'est pas possible. La diffusion telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est déjà un petit peu obsolète, mais on n'a pas trop le choix, donc on le fait quand même, mais est complètement désuet dans ces écosystèmes-là. Donc dans Decentraland, il y a quelques billboards, mais globalement, c'est pas comme ça qu'on adresse les consommateurs. Non, c'est donc là, pas ça.
Voilà, donc et d'ailleurs, je crois que c'est le sujet de Marketing 22, donc ça tombe bien, mais c'est tout ce qui va être contenu, quoi. Tout est basé sur le contenu, l'ADN de marque, le storytelling, c'est l'expérience qu'on va proposer aux consommateurs. Il faut arrêter de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas, et commencer à vraiment penser, parce que tu as raison, c'est quelque chose de collaboratif maintenant, c'est plus ascendant, c'est plus la marque qui décide de ce que le consommateur va acheter. Maintenant, il faut qu'elle écoute et c'est une collaboration entre les La consommateurs. marque est un producteur et le client, c'est lui qui décide. Exactement. Voilà. En tout cas, je te remercie infiniment. On reviendra sur tout ça parce que c'est vraiment passionnant et c'est un terrain de jeu, mon Dieu, waouh. Merci infiniment. Ciao. Super, bah merci à toi.